Bienvenue à toutes et à tous à cette formation, le financement d'une entreprise d'économie sociale. Donc, je me présente, Stéphane Morin-Ouellet. Moi, je coordonne le programme Sismic Capital National. C'est quoi ce programme-là? C'est un programme d'accompagnement au prédémarrage d'entreprises d'économie sociale. Autrement dit, je travaille avec les jeunes adultes, les étudiants de l'Université Laval, et je les aide à réfléchir, à construire leur modèle d'affaires et éventuellement à démarrer, à les orienter pour le démarrage de leur projet collectif. Je travaille pour le pôle des entreprises d'économie sociale, un peu l'équivalent d'une chambre de commerce. C'est un regroupement d'affaires exclusivement réservé aux entreprises d'économie sociale, donc des coopératives, des OBNL. C'est la raison pour laquelle on participe ou on anime aujourd'hui cette séance de formation parce qu'on a vraiment une belle expertise là, dans tout ce qui relève de l'économie sociale. Aujourd'hui, je suis accompagné d'un partenaire super important dans l'écosystème de l'économie sociale, quelqu'un qui représente la CEDEC de Québec, qui va pouvoir parler de lui tout à l'heure. C'est Dave François, qui est conseiller aux entreprises. Je vous rappelle donc la raison pour laquelle la CEDEC m'accompagne aujourd'hui dans la formation, c'est que c'est vraiment eux qui ont l'expertise pour le financement de projets collectifs. On travaille vraiment conjointement pour vous aider, les entrepreneurs, à réaliser vos projets. Et donc, vous allez voir, là, dans le continuum de l'accompagnement, il y a, oui, Sismic, qui s'inscrit vraiment en pré-démarrage, et éventuellement, quand le pré-démarrage il est bien fait, l'idée est validée, la construction du modèle d'affaires, tout est prêt, et bien ensuite on passe au démarrage ou encore à la croissance éventuellement. Et c'est à ces phases-là que la CEDEC peut vous aider là, vraiment concrètement. Le pôle, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, un peu comme une chambre de commerce. On est vraiment là, au carrefour de l'écosystème en économie sociale. Je vais rapidement vous parler du programme que je coordonne, Sismic Capital National. Ernest, tu vas être tanné de l'entendre à force de toutes les formations. Mais bref, sachez que très simplement, moi, c'est hyper flexible comme programme. On a des grandes phases, un peu à l'image d'Entrepreneuriat Laval et de son offre d'accompagnement. Il y a les phases d'idéation, ensuite de prototypage pendant lesquelles on va expérimenter votre idée, on va sur le terrain faire des tests, faire des focus group, des sondages, des prototypes, etc. Tout ce qui nous permet de mettre en relation notre idée, notre produit, notre service et la clientèle cible pour qu'on puisse en recueillir des données et éventuellement ajuster notre idée. Et quand on a vraiment passé à travers le parcours sismique, ça veut donc dire que notre modèle d'affaires, il est bien construit, il est prêt. Et là, on vous réfère à des partenaires d'accompagnement au démarrage, comme par exemple la CEDEC. C'est ce qu'on appelle la phase propulsion pour on propulse. Ensuite, ce qui est important de retenir, donc, l'accompagnement sismique, il peut se faire, c'est vraiment une offre d'accompagnement en complémentarité avec les services offerts par Entrepreneuriat Laval. Donc, l'idéal, c'est vraiment pour vous d'assister à la formation, si ce n'est pas déjà fait, Entreprendre par où commencer, pendant laquelle vous allez avoir tous les services en entrepreneuriat qui existent, qui vous sont offerts à l'Université Laval. Et par la suite, si jamais vous orientez votre idée vers l'économie sociale, vous voulez lancer un OBNL, une coopérative, eh bien là, eux, Entrepreneuriat Laval, vont vous référer à moi pour profiter de l'expertise qu'on a en démarrage de projet d'économie sociale. Mais un ne va pas nécessairement sans l'autre. Puis, en tant qu'entrepreneur, là, je pense que l'idéal, c'est de profiter au maximum de tous les services qui vous sont proposés, tout en gardant un équilibre, parce qu'éventuellement, d'avoir 8 partenaires d'accompagnement, pour vous, là, ça peut devenir un peu mélangeant. Mais sachez, bref, qu'un ne va pas nécessairement sans l'autre. Si vous voulez, si vous n'êtes pas déjà inscrit au programme d'accompagnement Sismic Capital National au prédémarrage, vous avez juste à m'envoyer un courriel extrêmement simple. Un courriel, on va pouvoir discuter ensemble de votre admissibilité. Il y a des critères d'âge, par exemple, à respecter. Et ensuite, on commence l'accompagnement. C'est flexible, on s'ajuste à votre rythme et on travaille avec des outils
d'idéation, etc., pour avancer votre projet. Pardon. Donc, maintenant, on arrive un peu plus dans le crunchy avant de passer le flambeau à mon partenaire Dave. C'est quoi le rôle du prédémarrage lorsque vient le temps de financer un projet d'économie sociale? Eh bien, la première chose à savoir, c'est que l'accompagnement pour le financement, c'est important parce que ceux qui accompagnent, c'est souvent ceux qui connaissent le plus les outils de financement. Donc, et ça, tout le monde nous demande, on peut-tu avoir une liste de tous les programmes ou les outils de financement qui existent? La vérité, c'est que si vous allez dans les Laurentides, il y a des outils qui existent pour les Laurentides. Vous êtes à Québec, il y en a pour Québec. À Montréal, il y en a, oui, qui sont nationales, donc que vous allez retrouver partout au Québec, mais la plupart du temps, surtout pour les plus petits montants, bien, ça va être des outils de financement locaux. Et donc, qui sont les mieux placés pour connaître ces outils-là? C'est ceux qui offrent de l'accompagnement local. Donc déjà, la première étape, si vous êtes en recherche de financement, si vous êtes rendu à ces étapes-là dans votre projet, premier réflexe devrait être de regarder qui sont les partenaires de l'accompagnement et qui peut m'aider dans mon projet parce que c'est eux qui vont connaître tous ces fameux outils de financement-là. D'autant plus qu'en économie sociale, c'est extrêmement important d'avoir un ancrage local. Donc, on va en parler plus tard, là, le fait que les prêts en économie sociale, la responsabilité ou la garantie n'est pas la même que, par exemple, un prêt qu'on va avoir à la banque, eh bien, ça exige un ancrage dans la communauté qui est très fort. Et encore une fois, qui de mieux placé pour bien comprendre l'écosystème, la communauté, que les partenaires d'accompagnement qui vont pouvoir vous mettre en relation avec d'autres organismes pour que vous créez un effet mobilisateur dans votre projet et donc que l'ancrage dans la communauté soit fort. Vous allez le voir, là, c'est vraiment un des critères que les analystes, que les conseillers aux entreprises comme Dave vont analyser pour rendre un projet admissible à un financement ou non. C'est à quel point ces entrepreneurs-là ont été capables de mobiliser une communauté, de mobiliser les gens finalement autour de leur projet. Et puis, qu'est-ce qu'on fait aussi? Dans l'accompagnement, on va être capable de, bon, comme je l'ai mentionné finalement, reconnaître c'est quoi les enjeux locaux. Souvent, très honnêtement, il y a des entrepreneurs qui vont venir nous voir en disant moi, j'aimerais ça, Stéphane, lancer un projet qui va offrir, je ne sais pas moi, une friperie pour reprendre les vêtements qui sont usagés, puis les revendre ou les redonner à la communauté. Eh bien là, nous, étant très ancrés dans la communauté, on sait que ça existe déjà. Alors, on va dire, Sébastien, désolé, est-ce que tu connais telle organisation? Non, ben, eux, c'est exactement ça qu'ils font. Peut-être que, plutôt que de lancer ta propre entreprise qui fait exactement la même chose, étant donné que c'est une entreprise d'économie sociale, peut-être que tu pourrais tout simplement aller t'impliquer avec eux, devenir administrateur, donc mettre ton goût de l'entrepreneuriat et ta motivation, non pas pour démarrer un nouveau projet qui va partir de nulle part, mais bien pour amener un organisme qui existe déjà ailleurs. C'est un peu la beauté de l'économie sociale, c'est qu'on peut travailler ensemble puis utiliser la motivation de tout le monde. C'est pas comme, par exemple, une société par action qui tu es actionnaire, c'est bon, tant mieux, tu participes au projet. Si tu ne l'es pas, ben, tu n'iras pas faire du bénévolat pour aider, mettons, Marie-André avec son entreprise pour qu'elle s'enrichisse elle-même. Là. Donc, en économie sociale, des fois, c'est ça. Encore une fois, avant de financer un projet, d'avoir le réflexe d'aller voir les partenaires d'accompagnement, c'est vraiment la bonne approche. Concrètement, si on se rencontre, par exemple, pour faire le prédémarrage d'un projet, on va vraiment réfléchir pour bien préparer un projet au financement. Donc, la première étape, c'est jamais de demander 150 000 $ pour démarrer un projet. La première étape, c'est toujours de réfléchir à l'idée. Et donc, un conseiller aux entreprises comme Dave, par exemple, que vous allez voir pour avoir 50 000 $, eh bien, il va regarder est-ce que la clientèle cible elle a bien été identifiée?
Est-ce que l'idée, le produit ou le service qui est en train d'être développé répond bien aux besoins ou vient corriger les frustrations de cette clientèle cible, justement? Qui sont les parties prenantes? Quels sont les besoins financiers, etc. Donc, tout ce travail-là doit se faire en amont de la recherche de financement. Et puis, lorsque c'est fait, lorsqu'on sait exactement ce qu'on veut offrir, parce qu'on a ajusté nos produits et nos services en fonction de ce que les gens voulaient ou avaient besoin d'avoir, lorsqu'on sait exactement quels sont nos besoins financiers, c'est-tu quoi, Stéphane? On a tout fait un travail ensemble là, pendant 3 mois, on a tout évalué ça, on est allé sur le terrain, on a réfléchi. Aujourd'hui, on le sait, on a besoin de 56 000 $. Eh bien là, le travail avec la CEDEC, avec Dave ou avec la CDRQ peut commencer. Vous avez besoin de 56 000 $. Vous savez exactement ce que vous allez faire avec parce que vous avez bien réfléchi à votre projet. Et là, la recherche de financement, elle est beaucoup plus simple que d'avoir quelqu'un qui ne sait pas trop où il s'en va, qui pense qu'avec 100 000 $ on devrait être correct. Bien là, ça exige, ça ralentit considérablement le travail. Et donc, ça, c'est un tableau qu'on utilise particulièrement pour bien évaluer les besoins financiers. Finalement, l'importance dans le prédémarrage lorsqu'on fait des hypothèses financières, c'est de savoir, c'est de les faire le plus tôt possible, trouver un équilibre entre on commence rapidement à faire nos hypothèses financières et on les ajuste en cours de route. Il faut savoir que des hypothèses financières, c'est comme un plan d'affaires, c'est comme un modèle d'affaires, c'est quelque chose qui doit être ajusté constamment. Ah, ça va être plus cher que je le pensais. Ah, ça, c'est pas mal plus payant que je... Excellent. Eh bien, à chaque fois, il faut garder en tête que des hypothèses financières, c'est d'abord et avant tout des hypothèses. Donc, en fonction de ce qu'on reçoit comme soumission, en fonction de ce que la concurrence propose sur le marché, on va pouvoir à chaque fois ajuster ces hypothèses. C'est encore une fois la raison pour laquelle c'est important de bien, d'avoir des outils de gestion interne. Là, ça peut être un Excel, là. Ça peut être, mais quelque chose qui nous permet rapidement de dire, ah, finalement, le verre de limonade que je voulais vendre 2,30, si je le vends 2,50, c'est quoi l'impact? Si finalement je le vends 1,75, c'est quoi l'impact? Donc d'avoir, puis plus on l'intègre rapidement dans le prédémarrage, cette espèce d'outil-là, plus c'est facile de s'ajuster, de faire un peu du va-et-vient, de dire, OK, là, je fais une hypothèse avec un prix de vente de 2 $, voici qu'est-ce que ça me donne, voici quel... Excellent. Donc, après ça, avec Stéphane, on continue le prédémarrage, puis là, on réalise que ça va être plus cher, ça va être moins cher. Donc, retenez que c'est un processus qu'on appelle itératif, va-et-vient, essai-erreur, et c'est super important d'être assez bien organisé pour justement être capable de faire d'ajuster des scénarios. En fonction de scénario A, ça me prend 50 000 $. Scénario B, oh, je vais avoir besoin de 70 000 $. Scénario C, etc., etc. Toujours dans le même objectif, c'est-à-dire lorsqu'on arrive avec quand on arrive face à un conseiller en démarrage d'entreprise, eh bien, on a un montage financier préliminaire ou des hypothèses de financement. Et là, avec ces informations-là, ce que le partenaire en financement va faire, il va construire une stratégie de financement. Par exemple, en complétant votre financement, ça va prendre un prêt spécialisé en économie sociale. C'est quoi les prêts spécialisés en économie sociale? C'est ce que Dave va pouvoir vous mentionner tout à l'heure. Il va regarder, pour ça, ça va prendre plus une mise de fonds. Ça peut, par exemple, être du sociofinancement. Ça pourrait être, je ne sais pas, un héritage ou peu importe, c'est de l'argent qui vient de vos poches. Donc, pour acheter telle partie,
Je pense qu'on va y aller avec un prêt classique parce que vous allez avoir une garantie que vous allez pouvoir offrir. Donc, à partir du moment où on connaît bien le coût du projet, on peut se tourner vers les outils de financement. Et je le répète, quand vient le temps de réfléchir à la stratégie de financement, c'est vraiment les partenaires, CEDEC de Québec, Réseau Coop, CDRQ, qui vont prendre le flambeau et à partir des efforts que vous allez avoir faits, ils vont réfléchir à la meilleure stratégie de financement possible. Donc, c'était la petite introduction. Maintenant, je vais laisser mon ami Dave prendre le flambeau et vous parler un peu plus en détail de ces fameux produits financiers-là en économie sociale. Vas-y, Dave. Bonjour à tout le monde m'entend bien? Ouais, c'est parfait, ok. Je vais juste me mettre en full screen. Donc, bonjour à vous tous. C'est un plaisir d'être avec vous. Je vous avouerai que j'ai pas l'habitude de parler autant de personnes, donc je me sens tout excité d'avoir une quinzaine de personnes. Là, ça me rappelle le bon vieux temps avant la pandémie. Donc, je me présente brièvement. Moi, mon nom, c'est Dave François. Donc, je suis conseiller aux entreprises à la CEDEC de Québec. Donc, petite courte présentation là, au niveau de la CEDEC de Québec. La CEDEC de Québec, c'est pour Corporation de développement économique communautaire. Je ne rentrerai pas trop dans l'histoire, juste pour votre info. Là, on existe depuis 1993, donc on a quand même 25 ans d'expérience derrière la cravate. Vous comprendrez que ce n'est pas moi, à titre personnel, qui a toute cette expérience-là. J'en ai beaucoup moins, mais comme organisation, c'est quand même toutes ces années d'expertise dont on dispose à l'interne. Au niveau de notre offre de service, comme le disait si bien Stéphane, nous, on est vraiment spécialisé en accompagnement des entreprises d'économie sociale. Donc, vraiment, dès que vous avez un projet d'économie sociale que vous souhaitez mettre en place, peu importe l'étape dans laquelle vous êtes, dans le fond, normalement, là, CEDEC, ça devrait sonner des cloches pour vous, puis vous devriez avoir le réflexe de nous contacter parce qu'on sera vraiment là pour vous soutenir, vous accompagner, peu importe le besoin que vous avez. Également, c'est sûr qu'on a d'autres services qu'on fait, d'autres activités qu'on fait, notamment de participer à des projets structurants pour la communauté. On a également un service de comptabilité qui est offert à l'ensemble des entreprises, peu importe leur forme. Donc, exemple, je suis une entreprise qui a besoin de mutualiser des services au niveau de la comptabilité pour la tenue de livres. C'est le type de service qu'on offre, mais notre core business, si on veut, c'est vraiment au niveau de l'accompagnement des entreprises d'économie sociale. Donc, je vous ai mis une petite liste là au niveau peut-être plus spécifiquement de ce qu'on peut faire au niveau de l'accompagnement. Je ne l'énumérerai pas parce qu'évidemment, là, ce n'est pas une liste qui est exhaustive dans la mesure où peu importe votre besoin, peu importe ce que vous avez besoin pour votre projet, nous, on sera vraiment là pour trouver des solutions, tâcher d'y répondre. Puis même si on n'a pas les réponses, on va travailler avec vous pour trouver là, les solutions aux problématiques ou aux besoins auxquels vous pouvez être confrontés. Donc, moi, aujourd'hui, mon but de ma présentation, je sais qu'il y en a peut-être parmi vous qui ont des projets spécifiques, des besoins financiers spécifiques. Donc, je serais peut-être pas en mesure là, de vous faire votre montage financier pour votre projet là, à la suite de la rencontre. Évidemment, il faudrait que j'en connaisse plus sur votre projet spécifiquement pour pouvoir le faire. Par contre, mon but à travers cette présentation, c'est au moins vous faire connaître et vous présenter l'écosystème de la finance solidaire. Donc, il y a une foule d'acteurs, une foule de bailleurs de fonds qui existent, qui financent spécifiquement les entreprises d'économie sociale. Donc, mon but, c'est que vous ressortez de cette présentation-là en ayant une meilleure connaissance de cet écosystème-là. Également, je prendrai un petit moment là pour parler du réseau d'investissement social du Québec, qui est un de ces bailleurs de fonds-là spécialisés en appui financier des entreprises d'économie sociale. Pourquoi est-ce que je le fais? C'est que nous, au niveau de la CEDEC, on est mandataire pour cette organisation-là. Donc, au niveau du traitement des demandes, c'est nous qui en avons la charge donc, pour la capitale nationale et Chaudière-Appalaches. Donc, ça va me permettre de vous donner un peu plus d'informations. Donc, je commencerai par cette petite phrase. J'ai mis d'abord, on parle d'un projet d'économie sociale, mais qu'est-ce qu'un projet? Donc, la question peut sembler peut-être un peu superflue à savoir qu'est-ce qu'un projet? Pourquoi est-ce que je commence par ça? C'est tout simplement que souvent, on voit un projet d'une façon quand même assez restreinte. C'est-à-dire, quand on pense projet, on pense démarrer une entreprise et souvent, ça se limite à ça. Un projet, souvent, ça peut nécessiter du financement, des ressources financières et un projet, c'est beaucoup plus large que le démarrage d'une entreprise.
Donc, je vous ai mis une petite définition. Un projet, c'est une activité qui vise à atteindre un but global spécifique qui répond à un besoin exprimé. Donc, un besoin, un projet avec le besoin financier que ça peut induire, ben, on peut en avoir à n'importe quel moment de la vie d'une entreprise. Je peux avoir un projet en pré-démarrage, en démarrage, lors de la croissance puis l'expansion de mon entreprise, lors d'une phase de consolidation. Et donc, les besoins de financement peuvent apparaître à différents moments. Par exemple, si je suis dans une phase de pré-démarrage, je suis dans une communauté quelque part dans le bas du fleuve, on veut ouvrir une coop, une épicerie sous forme de coop. On se dit, ben, avant de se lancer, on aimerait ça peut-être avoir une étude de faisabilité. Est-ce que notre projet est réaliste, faisable? Réaliser une étude de marché. Avant d'acquérir l'immeuble pour mettre en place l'épicerie, on se dit, ben, on aimerait ça peut-être avoir une étude qui va venir analyser, ben, est-ce que l'édifice est en bonne et due forme? Ben, ça peut nécessiter du financement pour venir financer ces études-là dans la phase de pré-démarrage. Je peux avoir un démarrage. Donc, j'ai un projet, je vais ouvrir une boutique sous forme OBNL. J'ai besoin de 150 000 pour démarrer mon projet. Ben, mon projet, ce sera de ce type-là en démarrage et il y aura un besoin financier qui va y être rattaché. Je peux aussi avoir un besoin ou un projet en phase d'expansion. Donc, j'ai une entreprise, un projet qui existe déjà depuis 2, 5, 6, 7 ans. Je veux le développer, acquérir de nouveaux outils, acquérir d'autres choses pour développer mon projet, assurer sa croissance. Bien, vous voyez que c'est un projet et que ça se peut fort bien que j'ai un besoin financier qui soit rattaché. Et finalement, j'ai une situation un peu plus difficile, l'entreprise va moins bien, on se dit, ben, ce serait peut-être intéressant de travailler avec une firme de consultants pour établir un plan de redressement, pour établir ben, quelles sont les mesures qu'on devrait mettre en place pour redresser notre situation. Ben, ça se peut que ce soit ça mon projet et que je nécessite des fonds ou du financement pour me payer mon plan de redressement que je veux faire par un consultant. Donc, gardez en tête que quand on parle de projet, c'est beaucoup plus large que le démarrage d'une organisation et que souvent projet implique ressources financières et donc financement. Donc, évidemment, il existe une foule de sources potentielles de financement. Donc, quand les gens, les promoteurs viennent nous voir, nous, on a ça en tête, puis on a tout ça dans notre tête, on essaie de regarder, OK, ben voilà le projet que tu as, OK, voilà tes besoins, voilà les sources potentielles où un certain financement pourrait être obtenu. Juste à titre indicatif, ben, par exemple, j'ai besoin de ressources financières, d'argent pour mon projet. Où est-ce que je peux me diriger? Ben, c'est sûr que je peux regarder tout ce qui est dons, commandites, bourses. Donc, quand on parle de dons, ben, par exemple, les députés ont des budgets discrétionnaires. Des fois, les entreprises, les syndicats qui ont souvent là, des budgets discrétionnaires également pour venir là, appuyer monétairement des projets. Des commandites. Souvent, il y a par exemple Desjardins qui a un fonds très intéressant dans la plupart des caisses qui s'appelle le Fonds d'aide au développement du milieu qui vient offrir des commandites pour des projets, des bourses. Là, en ce moment, il y a le concours aux entreprendre qui offre également des bourses. Donc, il y a différents concours de ce type-là. Il y a la bourse, par exemple, d'honneur du ministère là, de l'économie et de l'innovation. Donc, souvent, ça peut être une première source pour aller chercher du financement pour un projet. Le socio-financement, Stéphane en avait mentionné. Nous, on travaille beaucoup en collaboration avec La Ruche, qui est une plateforme de socio-financement. Donc, ça peut être une source de financement très intéressante. Les appels à projets, donc souvent en fonction du secteur d'activité dans lequel je suis. Si je suis dans un projet en agriculture, par exemple, ben, ça peut être intéressant de faire le suivi au niveau du ministère de l'Agriculture, donc du MAPAT, pour voir, ben, une fois de temps en temps, il peut y avoir des appels à projets qui sortent, puis qui vont venir offrir du financement pour des projets, par exemple, dans le domaine de l'agriculture. Le financement à la mission, ça je le mentionne parce que souvent c'est un peu l'idéal puis le rêve là, de plusieurs organisations de dire ben, on aimerait ça avoir un financement récurrent pour nos activités, recevoir un 20 000 à chaque année pour ce qu'on fait. Je dirais que ça c'est quelque chose qui est de plus en plus rare, ce qui est beaucoup privilégié au niveau du financement des organisations, c'est plutôt de fonctionner par appel à projet. Au niveau du financement par mission, je dirais que c'est plutôt des organisations qui sont de type un peu plus communautaire
où là, il peut avoir du financement. Par exemple, Centraide, c'est un des organismes qui va offrir du financement à la mission, souvent d'organismes communautaires, mais pour les entreprises d'économie sociale, c'est quelque chose qui va être quand même beaucoup plus rare. Et finalement, ben, vos revenus autonomes, donc les revenus que vous générez par vos activités, ben, c'est aussi là, une façon de financer. Donc, vous avez tout cet écosystème-là qui existe. Également, les institutions financières qui ne sont pas à oublier. Donc, même si vous êtes un projet d'économie sociale, ben, souvent les institutions financières, donc caisses, Desjardins, banques, etc., vont souvent faire partie d'un montage financier. Donc, c'est important de garder en tête que il y a également là, certaines spécificités qui entourent les projets d'économie sociale. Pourquoi? En fait, c'est quoi la principale particularité? C'est que ce sont des projets qui sont collectifs, c'est-à-dire c'est des projets qui ne appartiennent pas à un individu ou à un groupe d'individus, c'est des projets qui appartiennent à un collectif. Donc, quel est l'impact que ça peut avoir ou que ça a sur la notion de financement, sur le financement des projets? Ben, c'est que si moi, par exemple, je me pars un projet de façon privée, individuelle, par exemple, je veux m'ouvrir mon restaurant, ben, souvent, je ne vais pas hésiter ou je vais être moins hésitant à sortir de l'argent de ma poche pour financer un projet qui, à la fin, va m'appartenir à moi. Également, si je vais voir une institution financière traditionnelle, ma caisse ou ma banque, puis qu'on me dit, ben voilà, tu veux ouvrir un restaurant, tu as besoin de 50 000 pour un four à pizza, parce que la pizza, c'est excellent, c'était mon idée. Ben, si jamais tu n'es pas en mesure de nous rembourser ton prêt, ben, au pire aller, qu'est-ce que tu peux nous offrir en garantie? Ben, soit on va prendre ton four, soit on va prendre ta maison, ou soit on va prendre ta voiture en garantie. Ben, étant donné que c'est mon projet à moi, ben, souvent j'ai moins hésitant à offrir, par exemple, des garanties qui sont personnelles. Ça, c'est pour un projet qui est privé. Vous voyez que pour un projet qui est collectif, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile de faire, soit de mettre de l'argent de sa poche pour un projet qui ne nous appartient pas à titre personnel, ou soit offrir sa voiture ou sa maison en garantie personnelle pour un projet qui ne nous appartient pas. Donc, ces réalités ont fait en sorte que pendant longtemps, il y avait une difficulté de financer les projets d'économie sociale, raison pour laquelle il y a tout un écosystème qui s'est développé pour venir pallier à ces problématiques, puis pour venir s'assurer que les entreprises d'économie sociale jouissent du même support financier que n'importe quelle autre forme d'entreprise. La plupart de ces acteurs-là sont rassemblés sous ce qu'on appelle le réseau de la finance solidaire. Évidemment, dans le milieu de l'économie sociale, ce qui est très important pour nous, c'est de s'assurer de la complémentarité. Donc, on veut absolument éviter là, les dédoublements qui seraient inutiles. Donc, il y a une super belle collaboration qui existe entre tous les acteurs. Donc, par exemple, le Sismic puis le pôle, nous, au niveau de la CEDEC, nos services sont complémentaires. Donc, il n'y a pas de chevauchement. C'est la même chose au niveau de l'écosystème financier. Donc, chaque bailleur de fonds va avoir un peu son créneau sur lequel il va se spécialiser, parfois en termes de secteur d'activité, parfois en termes de clientèle, parfois en termes de tranche de montant dans lequel il va se spécialiser. Ici, je vous ai mis là une petite présentation là, sommaire. Je ne rentrerai pas en détail, on va en parler là, un peu plus tard, mais si vous avez les principaux acteurs qui peuvent financer des projets en économie sociale. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? Moi, je vais prendre les questions là, en même temps, donc je vais peut-être m'arrêter quelques fois. Donc, n'hésitez pas à ouvrir le micro. Questions, commentaires? Tout est beau? OK. Donc, je vais poursuivre. Donc, en termes d'écosystème, de financement, j'ai un projet à financer. Donc, je vous ai mentionné là, quelques sources potentielles. Au niveau de l'écosystème, donc, c'est sûr qu'il existe souvent des programmes au niveau des gouvernements ou des municipalités. Donc, à titre d'exemple, je vous ai mis là le Fonds Région et Ruralité ou le Fonds local d'investissement. Donc, ça, c'est des programmes qui proviennent le financement provient du provincial, ce qui fait en sorte que c'est des programmes qui sont existants à travers les régions, à travers les MRC, à travers la province. Souvent, ils vont être adaptés en fonction des réalités locales. Donc, par exemple, je peux avoir une région dans Charlevoix où le financement on va privilégier plutôt des projets qui sont dans le secteur de l'autonomie alimentaire, par exemple, parce que c'est un enjeu local qui est considéré comme plus prioritaire. Mais tout ça pour dire que
c'est une des premières sources qu'on va regarder au niveau des gouvernements. Puis souvent, il peut y avoir des programmes super intéressants sous forme là, de subventions, de contributions non remboursables. Les institutions financières, encore une fois, même pour un projet d'économie sociale, en fonction de ce que j'ai à financer, en fonction de mon besoin, ben, ça peut être des partenaires. Nous, on travaille beaucoup avec la Caisse d'économie solidaire, qui est un peu la caisse à l'intérieur de la famille Desjardins, qui est spécialisée au niveau des entreprises d'économie sociale, ce qui fait en sorte qu'ils ont une expertise super intéressante. Ils ont un regard aussi un peu plus spécifique sur les entreprises d'économie sociale, ce qui fait peut-être une distinction par rapport à d'autres institutions financières. Ils vont peut-être avoir une meilleure compréhension de la réalité des projets d'économie sociale, étant donné que c'est leur champ d'expertise. Le fonds d'emprunt est situé à Québec, mais il fait partie de la famille là, de micro-entreprendre, ce qui fait en sorte qu'il y a souvent dans pas mal toutes les régions un organisme là, similaire qui existe. Eux, ils vont plutôt se spécialiser dans le microcrédit. Donc, on parle de prêts là, allant de 0 jusqu'à un maximum de 20 000 $. Le réseau d'investissement social du Québec, ça, je vais en parler de façon un peu plus approfondie. Donc, comme vous voyez, par exemple, une des différences, là, quand je vous parlais de la complémentarité de ces acteurs-là, ben, vous voyez que, OK, ben, si il faut que j'ai un financement de moins de 20 000, ben, le fonds d'emprunt est présent. OK, si j'ai besoin d'un financement au-delà de 20 000, entre 20 000 et 50 000, ben, j'ai le réseau d'investissement social du Québec qui est là pour fournir un appui financier. J'ai un besoin qui est encore plus important, qu'il faut que j'aille chercher peut-être plus que 50 000. Il y a Filaction qui dispose de différents fonds. Ils vont aussi, comme je dis, ils vont gérer différents fonds. Donc, par exemple, Femmes Essor qui appuie des organisations là, gérées par des femmes. Il y a le Fonds Mosaïque qui appuie des projets gérés ou menés par des personnes issues là, de la diversité culturelle. Également là, en tourisme. Donc, vous voyez qu'ils ont leur champ d'expertise propre à eux. Investissement Québec qui fournit également là, un appui financier pour les projets d'économie sociale. Donc, là également, là, ce sera pour des projets, donc le minimum là, de financement qui peut être accordé, c'est un 50 000. La fiducie du chantier de l'économie sociale, qui offre aussi là, des financements. Eux, ils vont plutôt se spécialiser dans de un pour les entreprises existantes et également là tout ce qui est en lien avec l'immobilier. C'est une de leurs grosses forces. Donc, par exemple, acquisition d'immeubles. J'ai un immeuble, un local, il faut que je fasse des améliorations locatives, de la rénovation, etc. Mais ça va être un partenaire quand même intéressant à aller solliciter. Et finalement, fonds d'action. Bon, ça, c'est plutôt rare. Là. On n'a pas eu encore des projets là, au-delà de 500 000, mais si ça vous arrivait, ben, pour des besoins là, financiers beaucoup plus importants, ben, il y a Fonds d'action qui est un des partenaires. Donc, encore une fois, je vous fais cette petite présentation-là sommaire. Donc, juste pour vous ayez une idée que ben, peu importe ce que vous avez à financer, ben, il y a tout cet écosystème-là qui existe, puis encore une fois, qui agit en complémentarité l'un avec l'autre. Comme je le disais, chacun est spécialisé. Évidemment, on veut éviter les dédoublements. Donc, à titre d'exemple, j'ai besoin d'aller chercher du financement pour un peu la mise de fonds du projet. Donc, l'apport que mon organisation doit amener au projet parce qu'évidemment, un bailleur de fonds ne voudra pas assumer le risque en entier. Il voudra que le risque soit réparti puis que vous, en tant qu'organisation, ben, vous assumez quand même une partie du risque. Comment est-ce que je peux aller chercher ma mise de fonds? Ben, il y a tout ce que j'avais mentionné quand je parlais de dons, commandites, bourses, concours, les programmes gouvernementaux, ce qu'on avait vu précédemment quand je vous disais, ben, au niveau des MRC, des municipalités, souvent il peut y avoir des programmes, ce qui permet d'aller chercher de constituer sa mise de fonds, le socio-financement, les appels à projets. Ben, tout ça, souvent, ça nous permet de constituer la mise de fonds puis l'apport que l'organisation va apporter pour venir financer son projet. En fonction de ce que j'ai à financer. Par exemple, si ce que j'ai à financer, c'est plutôt du capital physique. J'ai un projet de restaurant au BNL. J'ai besoin de... mon projet il est de 150 000. J'ai besoin de 25 000 pour acheter mon four. Là, on parle plus d'équipement. Ben, à ce moment-là, ça va être intéressant de solliciter les institutions financières traditionnelles. Pourquoi est-ce qu'on les privilégie? Ben, c'est que souvent, quand
il y a un actif tangible qu'on finance, exemple un four, une voiture, etc., ben, le fait d'avoir un actif tangible, ça réduit le risque. Et qui dit risque plus faible, ben, dit aussi taux d'intérêt plus faible, ce qui fait en sorte que ben, le financement est souvent plus abordable, si on veut. Si j'ai à financer, par exemple, des bâtiments, comme je le mentionnais, il faut que je rénove mon bâtiment, il faut que j'acquière un nouvel immeuble, etc. Ben, il y a certains bailleurs de fonds qui vont être spécialisés, notamment, comme je le mentionnais, la fiducie. Donc, vous voyez qu'en fonction de ce que j'ai à financer, ben, il va y avoir un bailleur de fonds qui va souvent se spécialiser. Si ce que j'ai à financer, c'est par exemple du salaire, du fonds de roulement, c'est-à-dire qu'il faut que j'ai un coussin pour pouvoir là, mener à bien mes opérations. Ce type d'éléments-là, ben, souvent, l'organisme ou le bailleur de fonds qui va pouvoir là, le financer, ce sera par exemple ben, le risque, le réseau d'investissement social du Québec. Donc, évidemment, il y a une certaine complexité là, à faire le montage financier. Pourquoi? Parce que ben, il y a quand même un minimum de connaissances à avoir. Donc, je dis ça parce que c'est d'où la pertinence de nous, notre expertise à l'interne. Une de nos forces, à mon avis, c'est le fait que ben, on accompagne à peu près une soixantaine d'entreprises à chaque année, ce qui fait en sorte que bien souvent, ben, qu'on a accompagné une entreprise puis qu'on a fait une recherche de financement pour son entreprise, ben, quand 6 mois après, vous, par exemple, vous venez nous voir avec un projet, ben là, souvent, nous, on peut dire, hey, ben oui, c'est vrai, en fait, moi, pour une autre entreprise, ben, j'avais accompagné, puis on est allé chercher tel financement, il y avait tel appel à projet du ministère de la Famille qui pourrait être utile pour toi également. Donc, ça fait en sorte qu'on est toujours souvent là quand même assez à jour au niveau des appels à projets qui existent, des programmes qui existent, ce qui fait en sorte qu'on peut souvent vous y référer. Également, ce qu'il faut garder en compte, c'est que quand je disais qu'il y a une certaine complexité là, au niveau du financement, c'est que, comme Stéphane mentionnait, ben, souvent les gens aimeraient savoir une liste de voilà les financements qui existent et je vais juste la regarder puis la suivre. Et évidemment, ce serait impossible. Pourquoi? Parce que pour bien vous rediriger vers la bonne source de financement, il faut quand même bien connaître votre projet. Donc, par exemple, ben, si mon projet est dans le secteur de l'agriculture, ben, il y aura certains, par exemple, le MAPA qui pourra vous donner un appui. Si mon projet est dans le secteur de l'éducation, de la santé, de l'environnement, ben, vous voyez que les sources de financement vont être différentes. Également, les sources de financement peuvent dépendre des clientèles. Donc, par exemple, si vous êtes jeune, je donne un exemple, Futurpreneur offre des prêts pour les coops, mais c'est pour les personnes ou les promoteurs de moins de 39 ans. Donc, en fonction de ben, vos caractéristiques, ben, il peut y avoir du financement qui est disponible. Donc, ça fait en sorte que n'hésitez pas à venir nous voir. Nous, on va être en mesure de tout démystifier ça puis vous diriger là, vers les bonnes sources. Je termine là au niveau de cette diapo. Peut-être une autre chose à garder en tête, c'est souvent le financement d'un projet ne se fera pas avec un seul partenaire. Donc, c'est rare qu'un partenaire va décider de financer un projet au complet. Pourquoi? Évidemment, c'est que le partenaire financier, le bailleur de fonds, ne voudra pas nécessairement assumer l'entièreté du risque associé à un projet. Donc, souvent, nous, on va collaborer avec plusieurs organisations, plusieurs bailleurs de fonds. Dans certains cas, par exemple, quand on a des projets, ben, on peut organiser au niveau de la CEDEC des réseaux express avec nos partenaires, donc rassembler tous différents acteurs, avoir 3-4 potentiels bailleurs de fonds, faire une présentation du projet, puis ça permet d'avoir tout le monde assis autour de la table, connaître le projet, puis souvent, nous, on va se parler en disant, OK, ben, moi, je serais prêt à y aller avec un 30 000, OK, toi, tu te tirais à 50 000, OK, ben, si moi, je monte à 40 000 pour le projet, puis toi, tu montes à 40 000, ouais, OK, ça nous conviendrait, fait qu'on pourrait appuyer le projet comme ça. Donc, ça, c'est le genre de choses que nous, au niveau de la CEDEC, on peut faire. Maintenant, je pose une petite question là, aux participants pour voir ce que vous avez retenu. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des projets et qui ont peut-être des besoins financiers qui sont rattachés? Je vais les prendre en note, puis j'aimerais ça que peut-être une ou deux personnes, puis que vous me dites, ben, par rapport à ce qu'on a identifié comme besoin financier, exemple, hey, moi j'ai un projet de restaurant, puis il faudrait que j'achète un four.
ben, quels seraient, parmi les éléments qu'on a vus préalablement, ben, quelles seraient les potentielles sources de financement qui ont été mentionnées puis qui pourraient être appropriées pour ce qui a été mentionné. Donc, je prendrais peut-être deux personnes. Je demanderais d'être bref puis sommaire, là, donc de peut-être pas y aller avec une présentation du projet at large, mais vraiment, OK, ben, tu sais, j'ai un projet voilà mon projet, voilà par exemple un exemple de choses qu'on aurait besoin de financer, puis sinon, vous pouvez inventer des choses là, si jamais personne n'avait des projets. OK, donc par exemple, il faut que je finance la production de jeux pour la production là, du produit que j'ai à vendre. Parmi les éléments qu'on a mentionnés, donc on va dire que j'ai besoin de, bon, je ne sais pas, 50 000. Est-ce qu'il y a des sources de financement ou des bailleurs de fonds ou ce que j'ai mentionné que ça vous semble là, potentiellement comme une source, peut-être une personne? Le risque, par exemple, donc, par exemple, bon, production de jeux, ben, nous, ce qu'on ferait, c'est vraiment regarder pour tout le financement. Donc, souvent, la façon qu'on fonctionne, c'est évidemment ce qu'on essaie de maximiser avant d'aller chercher du prêt et donc de créer un endettement pour une entreprise. Évidemment, on essaie premièrement de maximiser tout ce qui est subvention, contribution non remboursable. Donc, à titre d'exemple, moi, ce que je ferais, c'est de voir, ben, OK, le jeu, c'est pourquoi? Est-ce que ça a une finalité sociale ou j'irais voir de façon un peu plus approfondie quelle est la raison là, du projet. J'avais mentionné au niveau là, des dons commandites. Donc, quand je parlais par exemple du fonds d'aide au développement du milieu des jardins, ben, souvent ça permet d'aller chercher une certaine somme là. Donc, on irait là, maximiser au niveau des programmes là, gouvernementaux, subventions à ce niveau-là. Regarder est-ce qu'il existe des appels à projets dans un premier temps. Puis, dans un deuxième temps, effectivement, on regarderait là au niveau du prêt. Donc, on regarderait, ben, est-ce que le projet, est-ce qu'il y a des prévisionnels qui ont été faits, donc des prévisions financières qui ont été faites? Quels sont les revenus qu'on projette faire sur les 3 prochaines années? OK, le projet il est rentable. Ben, à ce moment-là, le projet génère des revenus. Ben, avoir du prêt, souvent, ce n'est pas problématique. Comme je le disais, je termine là-dessus, le risque, j'en parlais de façon un peu plus approfondie. Euh, Au niveau du risque, mais encore une fois, les caractéristiques spécifiques au niveau des bailleurs de fonds d'économie sociale, c'est souvent leur flexibilité, c'est qu'elles sont vraiment euh, faites pour des projets d'économie sociale, ce qui fait en sorte qu'elles vont avoir des conditions particulières pour les entreprises d'économie sociale. Quand je dis conditions particulières, ça va être premièrement, bien souvent, de ne pas avoir de garanties qui sont prises. Deuxièmement, c'est souvent, il va y avoir des moratoires. Donc, dans certains cas, je peux avoir un moratoire, par exemple, sur toute la période de pré-démarrage de mon projet. Donc, moi, c'est probablement quelque chose que j'aurais tendance à privilégier, mais encore une fois, je donnerai un peu plus d'infos là-dessus sur la dernière partie de la présentation. Euh, Au niveau du salaire, est-ce que quelqu'un aurait une idée par rapport à ce qu'on a mentionné? Donc, il faut que j'ai besoin de 40 000 par année. Est-ce qu'il y a des éléments qu'on a mentionnés vers lesquels vous vous dirigeriez? Donc, on avait mentionné le risque. Je vous dirais bien franchement, le salaire, c'est souvent là, quelque chose qu'on nous demande en disant, ben, je peux avoir du financement pour un salaire? C'est souvent une des choses qui est le plus difficile à financer. Pourquoi? C'est que souvent, on va présupposer que les activités de votre entreprise sont supposées générer assez de revenus pour financer les coûts d'opération. Par exemple, quand je parle de coûts d'opération, ben, par exemple, votre loyer qui est récurrent, ben, normalement, vos revenus d'activité, ce que vous vendez, devraient vous permettre de générer assez de revenus pour payer votre loyer. Même chose pour le salaire. Normalement, le salaire, c'est un coût d'opération récurrent. Donc, normalement, vos activités seraient supposées être suffisantes pour le payer. Ce qui fait en sorte que aller chercher du financement pour un salaire, c'est quelque chose qui est quand même assez difficile. Nous, souvent, ce qu'on regarde, c'est des alternatives. Là, encore une fois, ça va dépendre du projet. Donc, on regarde tout ça. Il y a certaines, donc il y a le risque, j'en parlais plus tard, qu'il y a un volet là, spécifique pour justement financer une ressource humaine. Ce sera sur du prêt. Dans certains cas, j'ai la possibilité d'aller chercher de payer, par exemple, pour financer un chargé de projet là, avec la fondation Beati.
Donc, parmi les choses qui permettent d'avoir du financement, il y a les fondations. La fondation de Biatil est quand même assez intéressante. C'est quand même très spécifique, donc ils ont vraiment leur créneau. Donc, souvent, c'est un projet qui doit lutter ou promouvoir la lutte contre les inégalités, la pauvreté, l'inclusion, pour l'inclusion, etc., etc. Mais souvent, là, c'est possible d'aller chercher du financement pour des ressources humaines. Finalement, il y a soit des stagiaires, donc certains programmes de stage qui permettent d'avoir du financement pour un stagiaire, donc une ressource humaine. Je pense à Mitac ou à Magnette, ou sinon Emploi Québec, qui offre des subventions salariales sous certaines conditions. Mais encore une fois, il faut garder en tête que du salaire, c'est quand même difficile, mais que des fois, dans certains cas, en fonction du projet, il peut exister là, des alternatives puis des solutions que nous, on va regarder. Le dernier que je ferai, c'est au niveau de l'acquisition d'immeubles. Donc, quelqu'un qui mentionnait, moi, j'ai un projet, puis mon projet, c'est d'acquérir un immeuble ou, par exemple, de rénover là, un entrepôt. Vers quelle source de financement est-ce que je pourrais me diriger parmi les éléments qu'on a mentionnés? Par exemple, donc, ça, c'est un des acteurs. Donc, encore une fois, comme je le mentionnais, ils ont un volet spécifique pour appuyer l'acquisition d'immeubles. Encore une fois, comme je le mentionnais, on va regarder au niveau des programmes qui existent sous forme de subventions. À titre d'exemple, peut-être pour Alexandre, il y a un programme super intéressant qui s'appelle le programme d'immobilisation en entrepreneuriat collectif qui est géré par Investissement Québec qui permet d'aller chercher de la subvention pour tout ce qui est acquisition d'immeubles, rénovation d'immeubles, etc. Donc, ça, c'est le genre de choses qu'on va faire. On va prioriser les subventions, puis ce qui reste à combler, là, on va regarder au niveau des autres partenaires financiers, notamment la fiducie du chantier. Dans un cas comme ça, souvent qu'on parle d'acquisition d'immeubles ou d'entrepôts, souvent, ça va nécessiter des coûts qui vont être beaucoup plus importants. Donc, si c'est un projet de je ne sais pas, 3, 4, 500 000, là, on va faire ce que je disais un peu plus tôt au niveau de la CIDEC. Souvent, on va organiser un réseau express avec plusieurs partenaires, donc Filaction, Investissement Québec, le RIS, la fiducie. On va rassembler tout le monde autour de la table, faire une présentation du projet pour financer, pour trouver du financement pour le projet, étant donné que c'est souvent des projets qui vont nécessiter du financement un peu plus important. Mais effectivement, la fiducie du chantier, ce serait un bon partenaire pour ça. Donc, c'est le petit exercice que je voulais faire là, avec vous. Donc, comme vous voyez, là, peu importe votre besoin, souvent, là, on arrive à trouver des solutions. Si le projet est bien ficelé, répond à un besoin, souvent, il y a du financement qui va exister. Oh, mon Dieu. OK. OK. Donc, ça, c'est un exemple là, de montage financier, mais on vient de faire le même exercice. Donc, j'ai terminé au niveau de la présentation sur le réseau d'investissement social du Québec. Comme je le mentionnais, au niveau de la CEDEC, on est mandataire du risque pour la région Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches, ce qui veut dire que c'est nous qui faisons les analyses là, à l'interne. Au niveau du risque, il y a 3 volets. Volet aide technique, prédémarrage et capitalisation. Au niveau de l'aide technique, c'est quoi? C'est pour aller chercher du financement pour tout ce qui est réalisation d'études. Donc, il faut que je fasse une étude de marché, une étude de faisabilité, des études techniques. Je vais acquérir mon immeuble, mon entrepôt, mais il faut que je vérifie par un architecte s'il n'y a pas des vices cachés, etc. Je peux aller chercher du financement jusqu'à 5 000 le montant il va être remboursable uniquement si le projet se réalise. Donc, par exemple, si je veux réaliser un projet de coopérative alimentaire à Matane, puis que je fais une étude de marché, puis on se rend compte que finalement, il n'y a pas de demande pour ça, puis que finalement, le projet, ce ne serait pas possible de le faire pour X, Y, Z raison, le montant qu'on a allé chercher, le 5 000 ne sera pas à rembourser. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant qu'on parle de réalisation d'études. Donc, nous, avant d'octroyer les montants, ce qu'on va faire au niveau de la CIDEC, on va analyser le projet, voir le projet, est-ce qu'il répond à un besoin du milieu? Est-ce qu'il est bien ancré dans son territoire? Ça, c'est les éléments là, importants que Stéphane mentionnait un peu plus tôt. C'est quoi la finalité sociale du projet? Donc, ça, c'est le type d'éléments qui vont être pris en considération chez les bailleurs de fonds spécialisés en économie sociale, mais qui ne sera pas nécessairement pour un prêteur traditionnel, exemple ma caisse ou ma banque, qui va souvent juger un projet
principalement sur sa viabilité économique, alors qu'en économie sociale, souvent les bailleurs de fonds vont accorder de l'importance non pas seulement à la viabilité économique du projet, mais également à sa viabilité sociale, à sa finalité sociale, à son utilité sociale, son ancrage de milieu, la gouvernance qui existe au sein de l'organisation. Et ça va faire partie là, des critères d'évaluation des projets auxquels on va accorder quand même une importance significative. Le pré-démarrage, qui est le deuxième volet, donc un maximum de 50 000 par année pour 2 ans, pour l'embauche de ressources humaines qui sont essentielles à la réalisation d'un projet. Je donne un exemple. Il y avait quelqu'un qui parlait, je travaille sur un projet, on veut produire des jeux. J'ai peut-être besoin d'une ressource humaine à temps partiel ou à temps plein pour venir travailler sur les prototypes, les arranger, les modifier, faire les ajustements, travailler un peu sur le démarchage d'affaires, etc. Je sais que je vais faire mes prochaines ventes, mes premières ventes dans 1 an ou dans 1 an et demi, mais là, j'ai besoin d'une ressource humaine actuellement. Bien, ça, c'est le type de prêt qui peut être hyper intéressant. Quand je vous parlais de la flexibilité qui existe auprès des bailleurs de fonds d'économie sociale, bien, par exemple, ce prêt-là, il n'y a pas de remboursement ni en intérêt ni en capital jusqu'au démarrage du projet. C'est-à-dire que si je prévois faire ma première vente dans 1 an ou dans 1 an et demi, ben c'est uniquement dans 1 an ou dans 1 an et demi que je vais devoir commencer à rembourser le prêt. Donc, vous voyez que ça permet d'avoir accès à du capital, avoir payé une ressource humaine, préparer, mettre en place son projet, puis quand il est solide, puis quand on le démarre, ben, là, il y a les revenus qui rentrent et là, on peut commencer à rembourser le prêt. Et finalement, le prêt de capitalisation. Donc, tout ce qui est, par exemple, fonds de roulement, dépenses en capital. Donc, il faut que j'acquière quelque chose, du matériel, des immobilisations ou des choses comme ça. Quand je parle de fonds de roulement, on peut le voir un peu comme un coussin. Donc, exemple, je vends quelque chose le 1er avril, mais l'argent rentre le 1er mai parce que j'ai un délai de paiement, etc. Il faut que j'ai un coussin, donc un fonds de roulement pour payer mes fournisseurs. Ben, c'est là qu'on parlera de fonds de roulement. Donc, un peu l'idée d'avoir un coussin pour respecter ses obligations financières auprès de ses fournisseurs, par exemple. Donc, ça, c'est le genre de choses que ben, si vous allez voir une banque en disant ben, j'aurais besoin d'un coussin, bon, des fois, il va y avoir une marge de crédit, mais dans d'autres cas, ça peut être difficile à acquérir. C'est justement pour venir combler ces trous-là qui existaient que personne ne voulait financer. C'est la raison pour laquelle là, ces organismes existent et qui viennent combler justement là, ce qui peut être un peu plus difficile à combler ailleurs. Donc, fonds de roulement, capital, le prêt en capitalisation. Donc, par exemple, là, encore une fois, la personne qui parlait de faut que j'ai besoin d'argent pour produire mes jeux. Ben, ça, ce serait le genre de choses qu'effectivement, on pourrait aller chercher un 50 000 pour la production là, de mes jeux de société, par exemple. Encore une fois, au niveau des critères d'évaluation, comme je le disais, on évalue le projet selon ces critères. Donc, tout ce qui concerne le volet association, donc l'utilité, la gouvernance, la mission, le volet entreprise. Donc, j'ai-tu bien évalué ma concurrence, mon marché? Est-ce que mes ressources humaines disposent des compétences et des expertises qui sont nécessaires pour mener à bien le projet? L'analyse financière. Donc, vraiment, là, c'est quoi ma marge brute que je prévois dégager, donc quels sont les ratios que j'ai, etc. Donc, ça, c'est plus au niveau financier. Et juste pour vous montrer à quel point le premier aspect est important, dans notre grille d'évaluation, il y a à peu près, je dirais, à peu près un 50% de la note qui est accordée sur des éléments qui sont absolument pas en lien avec l'aspect financier ou rentabilité économique. C'est-à-dire qu'à peu près 50% de la note qui est accordée vraiment sur les aspects utilité sociale, ancrage, gouvernance, etc. Donc, c'est des choses auxquelles on accorde vraiment beaucoup d'importance. Donc, de mon côté, ça ferait pas mal le tour au niveau des informations que je voulais vous transmettre. Je conclue là, encore une fois, vraiment vous disant que mon but, c'est de vous faire connaître un peu mieux l'écosystème, qu'au moins là, quand vous allez entendre parler du risque, de la fiducie, du chantier d'économie sociale, du fonds d'emprunt de flux d'action, ben, là, peut-être que ça va sonner des cloches. Encore une fois, je peux juste vous encourager, si jamais vous avez un projet à venir nous contacter, là,
Évidemment, nous, on est vraiment là les experts en accompagnement des projets d'économie sociale. Il y a une foule de spécificités propres à chaque projet, ce qui fait en sorte que je ne peux pas vous dire, ben, voilà comment financer votre projet, parce que, comme je le disais, là, en fonction de votre secteur d'activité, en fonction de qui vous êtes, est-ce que vous êtes jeune, femme, etc., il peut y avoir du financement particulier, ce qui fait en sorte qu'en apprenant vraiment spécifiquement sur votre projet, ben, là, on pourra vous diriger vers les bonnes sources. Mais je pense que vous repartez quand même de la présentation avec peut-être une meilleure connaissance, puis peut-être vous êtes en mesure d'envisager les possibilités qu'on parlait de dons, commandites, de bourses, etc., qui pourraient quand même être utiles pour la réalisation de votre projet. Donc, je vous remercie de votre attention. Puis, si jamais il y a des questions supplémentaires, là, je serai prêt à les prendre. Excellent. Moi, j'aurais peut-être une petite mini-conclusion aussi à faire, là. Peut-être que ça va susciter des questions aussi, mais des bons réflexes. Une chose qui est importante, premièrement, de garder en tête que financer un projet, c'est un peu, il faut avoir un peu l'image d'un casse-tête, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas une source de financement qui va pouvoir me prêter 100 000 $. C'est de trouver comment faire pour bâtir un financement. Donc, première étape, aller chercher un 5 000 qui va éventuellement me permettre d'aller chercher 20 autres 1000, qui va inclure un partenaire qui va rassurer un autre bailleur de fonds qui va permettre d'aller chercher 60 000. Donc, brique par brique, on bâtit notre financement exactement comme on le ferait avec une maison. Puis, souvent, ce qui est dommage, c'est dans le cas de projets qui vont gagner des concours, qui vont avoir une mise de fonds, peut-être, peu importe de quelle façon, là, du love money ou même du socio-financement, ça, c'est de l'argent qui est non remboursable. On se retrouve, exemple, avec des concours, avec du socio-financement, etc., avec 10 000 $. Mais là, ce 10 000 $-là, si on l'utilise intelligemment, peut-être que ça pourrait devenir une mise de fonds pour acheter la bâtisse qu'Alexandre veut acheter. Peut-être que ça pourrait... peut-être qu'on peut aller voir la municipalité, comme Dave le mentionnait, avec le fonds local de développement ou d'investissement, aller voir sa MRC, la ville ou la municipalité en disant « Hey, regardez, nous autres, on a 10 000. Êtes-vous prêts à mettre 10 000, vous autres aussi? Là, on a un 20 000 qu'on peut utiliser comme mise de fonds pour aller acheter la fameuse bâtisse qui vaut 300 000. Donc, il y a vraiment des réflexes à adopter. Puis trop souvent, les gens qui gagnent des concours, ils vont le dépenser rapidement. Ou quand vous avez le moindre dollar, c'est important d'avoir le réflexe d'aller voir les gens comme Dave, d'aller voir les conseillers pour dire « OK, j'ai 1000 $, ça me prend 200 000, qu'est-ce que je fais? » On construit de cette façon-là. Puis j'ajouterais aussi que sur le terrain, pratico-pratique, Dave a parlé de beaucoup d'appels à projets, puis là, comme il l'a bien mentionné, dépendamment du projet, bon, c'est-tu de l'agroalimentaire, c'est-tu du vêtement, textile, mode, il y a des outils financiers qui existent dans tous les domaines. Et puis, souvent, les entreprises les plus économiquement en santé engagent des agents de développement. Et leur job, les agents de développement, c'est de passer une journée sur Internet à faire des recherches sur Google pour voir, OK, moi, on a besoin d'acheter, de produire des jeux de société. Quels sont les outils financiers qui existent? Il engage du monde à temps plein pour faire ça, là. J'avais un ami qui travaillait au MAPAC qui, lui, recevait des appels de firmes de comptables qui avaient été engagées par des compagnies juste pour faire des recherches, pour voir, OK, bon, qu'est-ce que le gouvernement nous offre, cet site-là? Fait que, étant donné que quand on est en démarrage, on n'a pas le temps ni l'expertise, on n'est pas payé pour faire ça, encore une fois, ça revient à peu près toujours à la même chose. Bien, profitez de l'accompagnement qui vous est offert. Comme ça, vous allez avoir Dave qui, lui, va faire les recherches pour vous autres ou va vous aider à les faire. Sinon, là, c'est extrêmement difficile de s'y retrouver. Il y a une chose, pour revenir sur le terrain, je pense aussi au le financement de salaire. Je pense que c'est Grégory que tu parlais de se financer des salaires. Encore une fois, il faut être créatif. Par exemple, présentement, il y a le fonds 1 de la FTQ qui permet de financer des étudiants et étudiantes, des jeunes adultes qui souhaitent
démarrer des projets qui ne sont pas encore immatriculés. Autrement dit, ça devient une espèce de stage pour vivre un peu le démarrage d'une entreprise, puis vous recevez l'équivalent de 600 $ par semaine. C'est un appel à projet. Ça dure à peu près, si je me souviens bien, 6 semaines, Marie-Joëlle? Donc, c'est 10 semaines pour les étudiants qui sont à l'université, puis 9 semaines pour les personnes qui sont au cégep. Donc, ça, c'est un exemple. Mais ça peut être, il y a d'autres fonds. Il y a, par exemple, le gouvernement du Canada, en tant qu'étudiant, vous avez déjà travaillé dans une entreprise, probablement que sans même vous en rendre compte, vous avez été payé par ce fonds-là parce que les entreprises vont demander, vont faire appel à ce fonds-là canadien pour payer une partie du salaire des étudiants. Bien, si vous travaillez pour un organisme qui est déjà immatriculé, bien, l'organisme pourrait faire une demande au gouvernement du Canada pour rembourser, c'est l'équivalent du salaire minimum, là, une personne que l'organisme va engager pour développer l'organisation. Bien là, vous dites, ben, l'organisme va m'engager, moi. Fait que je fais, en tant que directeur ou coordonnateur d'un projet, au nom de l'organisme, je fais une demande pour engager, mettons, un stagiaire. Et puis, ce stagiaire-là, ben, c'est moi. Donc, l'organisme que j'ai moi-même fondé m'engage, moi, pour travailler à l'intérieur de mon projet. Dave, il l'a bien mentionné, le plus difficile à financer, c'est le salaire parce qu'il n'y a personne qui peut prendre de garantie là-dessus. Donc, il faut souvent être créatif, transformer un stage, utiliser un stage ou utiliser un appel à projet de financement, etc., pour permettre de contribuer au développement de notre organisation d'une quelconque façon. Peut-être, je rajouterais peut-être une petite chose, si tu permets, là. Je pense que pour beaucoup de personnes, évidemment, là, on dit toujours l'argent, c'est le nerf de la guerre, c'est toujours un enjeu. Personnellement, là, j'ai tendance à dire que je prends deux cas de figure. Disons que quelqu'un vient me voir en me disant Hey, tu sais, Dave, j'aurais besoin de 10 $ parce que j'aimerais ça vendre de l'oxygène. Bon, tu sais, je dirais, j'ai-tu vraiment envie de te prêter 10 $ pour de l'oxygène alors que c'est un projet qui me semble totalement inutile puis que je peux en avoir gratuitement. Quelqu'un vient me voir en me disant Hey, j'aurais besoin de 100 000 $ voilà comme mon projet, c'est parce que dans la communauté, il y a telle problématique qui existe depuis 15 ans. Ça affecte telle population, telle organisation, telle entreprise. Toute la communauté s'est mobilisée. On a mis en place un projet, puis notre projet, ça répond à cette problématique-là qui existe dans la communauté depuis 10-15 ans. Bien là, même s'il faut aller chercher 100 000 et non pas 10 000, ce sera plus facile d'aller chercher un 100 000 qu'un 10 $, tout simplement parce que si on arrive à démontrer que le projet est réaliste, faisable, qu'il y a une viabilité économique, qui répond à un besoin, qui est issu de la communauté, etc., ben, bien souvent, là, on va trouver du financement pour financer un projet. Donc, c'est pour ça que souvent, c'est ça. Tu sais, je dis, ben, oui, il y a toujours cette préoccupation de dire, tu sais, OK, j'ai besoin d'argent, comment est-ce que je fais pour financer? Mais dans la mesure où bien souvent, le projet est bien ficelé, bien monté, que vous avez fait ces étapes préalables-là, de bien monter un projet, de bien monter un modèle d'affaires qui est solide, qui répond à un besoin, souvent, on va être en mesure là, de trouver là, du financement. Oui, puis dans un réflexe un peu entrepreneurial, là, que ce soit en économie sociale, votre projet, ou que ce soit, peu importe la forme juridique que vous prenez, ça peut être aussi une bonne idée d'envisager ce qu'on appelle un produit minimum viable, c'est-à-dire qu'est-ce que je pourrais faire? Ça me prend 100 000 $ pour atteindre, pour réaliser le projet que j'ai en tête, mais peut-être que je suis capable, en investissant moins, en fait, peut-être même pas du tout, en investissant pas du tout, peut-être que je suis capable d'offrir ou de vendre déjà une partie de ce que j'aimerais vendre à terme qui va me permettre de déjà ramasser un peu d'argent. Je donne un... Ça, c'est dans certains projets. Exemple, quelqu'un qui veut devenir un OBNL en massothérapie, qui veut lancer un OBNL en massothérapie, bien, éventuellement, il ou elle se dit « Ah, j'ai besoin de 200 000 pour mon bureau de massothérapeute, mais peut-être qu'en attendant d'avoir son bureau de massothérapie, il et elle
peut faire de la massothérapie à domicile quand on va pouvoir, se faire déjà rémunérer, puis tranquillement, pas vite, dans le cadre de cette espèce de projet pilote qui n'est pas exactement le projet final imaginé par l'entrepreneur, mais qui permet quand même, en dépensant le moins possible, de générer des revenus un peu moins gros, mais quand même des revenus qui éventuellement vont déjà permettre de ramasser la mise de fonds qui éventuellement vont permettre à, mettons, à Alexandre d'aller acheter sa grosse bâtisse. Souvent, c'est une partie qui est négligée par les jeunes entrepreneurs que j'accompagne. Ils ont la possibilité d'avoir des projets pilotes des produits minimum viables qui, sans même investir quoi que ce soit, pourraient déjà générer des revenus, mais on néglige cet aspect-là, puis on dit, tant que je n'ai pas mon 200 000 $, je ne fais rien. Et ça, encore là, c'est en étant un peu créatif, des fois, on est capable de trouver. Et ça, c'est un peu ma job, en fait, là, de vous aider à trouver ça. Dave, moi, j'ai parlé quand même peut-être un peu plus de démarrage ou de lancer un projet qui n'existe pas, mais il y a aussi la croissance. Il y a un organisme qui existe déjà, mais je sens que, par exemple, là, moi, je fabrique, Stéphane, on a une coop de travailleurs qui fabrique du Purel, un produit hygiénique là, pour antibactérien. Et là, avec la COVID, j'ai une demande exceptionnelle, puis on aurait besoin d'acheter de nouvelles machines. On veut croître. Comment on gère ça, la croissance? Dave? Ben, quand je disais qu'il y a une spécialisation au niveau des acteurs, ce qui fait en sorte que c'est la raison pour laquelle c'est toujours préférable de venir nous voir pour qu'on puisse vraiment orienter, parce qu'il y a tellement un peu d'angles sur lequel il faut voir l'entreprise pour diriger vers la bonne source. Encore une fois, c'est quoi le secteur d'activité, c'est quoi la clientèle, c'est quoi c'est à quelle étape est-ce qu'on est en pré-démarrage, etc. Ce qui fait en sorte que tout le financement va dépendre d'une foule de facteurs. Mais effectivement, par exemple, il y a certaines organisations qui vont plutôt accompagner les entreprises qui sont dans une phase déjà de croissance ou qui ne sont pas en démarrage, mais qui sont déjà existants. Donc, par exemple, Investissement Québec, c'est le genre d'organisation qui vont accompagner plutôt les entreprises, soit dans une phase de croissance ou les entreprises qui sont déjà existantes. Donc, des fois, il y a certains bailleurs de fonds, effectivement, qui vont se spécialiser en fonction de, OK, est-ce qu'on est en pré-démarrage? OK, non. Nous, on s'occupe vraiment des entreprises qui sont déjà existantes. Donc, à ce moment-là, ce sera d'aller voir là, ces acteurs appropriés. Là. Mais sinon, c'est ça au niveau du financement à proprement parler, mis à part les acteurs qui vont dépendre, ça va être quand même, somme toute, assez similaire dans la mesure, par exemple, j'ai l'agrandissement de mon usine pour le développement de mon activité. Il faut que j'investisse 200 000 pour rénover mon local. La logique derrière le montage de mon projet va être quand même assez similaire à la logique derrière le montage d'un projet en démarrage. C'est vraiment peut-être au niveau des acteurs puis des bailleurs de fonds où là, ça va dépendre. Super. Peut-être pour répondre, il y a deux choses. Il y a une chose, je fais une petite parenthèse. Là, souvent, on dit c'est pas quand il pleut que tu vas t'acheter un parapluie. Là, c'est quand il fait beau et qu'il fait 30 degrés que tu t'achètes ton parapluie parce que, évidemment, là, quand il se met à pleuvoir, les prix vont monter puis on va te dire j'en ai pas. Fait que souvent, dans le milieu du financement, il y a un peu cette logique. Là, tu vas pas te chercher une marge de crédit personnelle quand tu as perdu ton emploi, mais c'est quand tu as un emploi et que ça va bien et que tu as des revenus que tu vas chercher ta marge de crédit. Fait que ça, c'est peut-être un élément à garder en tête. Sinon, comme je le mentionnais, tu viens, par exemple, un promoteur vient nous voir, j'ai besoin de financement. Évidemment, on ne va pas endetter l'organisation pour rien si ce n'est pas nécessaire de l'endetter. Si j'ai un projet, un montage financier de 100 000 puis que j'arrive à chercher ce 100 000 $-là uniquement avec des subventions, de la contribution non remboursable, à ce moment-là, si le prêt n'est pas nécessaire, il n'y aura pas d'utilité à aller le chercher. Donc, nous, c'est vraiment, on va vraiment aller maximiser là, dans un premier lieu, donc faire vraiment une recherche exhaustive pour voir tout ce qui est au niveau des programmes, des subventions, etc., les commandites, etc., pour venir vraiment maximiser ça. C'est vraiment au besoin
de dire, OK, il y a peut-être, exemple, là, on a vraiment besoin d'une ressource humaine, puis c'est vraiment primordial pour le projet. OK, là, OK, on va aller chercher le prêt risque en pré-démarrage parce que c'est nécessaire pour venir réaliser le projet. Puis financer ce type de ressources humaines-là, c'est pas possible ailleurs parce qu'on a besoin d'une ressource vraiment spécialisée, etc., pour différentes raisons. Puis un stagiaire, par exemple, on a regardé la possibilité d'avoir un stagiaire, mais ça ne répond pas à notre besoin. Donc, je dirais que, règle générale, c'est vraiment la façon qu'on va fonctionner pour éviter d'endetter l'organisation si ce n'est pas utile de le faire. Je dirais aussi qu'il faut toujours garder en tête que même il faut catégoriser les dépenses. Il ne faut pas voir un projet comme OK, c'est 500 000. Est-ce que j'emprunte pour aller chercher le 500 000 au complet ou est-ce que c'est, exemple, pour la partie bâtisse, la bâtisse vaut 250 000 ou 300 000. Je suis capable de l'acheter pour, mettons, 150 000 parce que je suis un bon négociateur. Bien là, est-ce qu'avoir un prêt de 150 000, mais pour acquérir une bâtisse qui en vaut 300, est-ce que c'est une mauvaise dette? Ben ça fait quand même du sens. Mon actif vaut plus que mon endettement. Donc, peut-être que pour ça, un endettement serait intelligent. De l'autre côté, en même temps, je vais utiliser les prêts non remboursables pour absorber le salaire du concierge ou de la concierge qui va entretenir la bâtisse. En parallèle, donc, c'est pas... souvent, c'est pas un ou l'autre, c'est un et l'autre en même temps. On utilise les prêts non remboursables pour payer certaines choses de l'entreprise et on utilise l'endettement, comme Dave le mentionnait tantôt. Il y a des choses qui sont intelligentes à financer par le prêt remboursable, c'est-à-dire tout ce qui nous permet de générer des revenus. Si, par exemple, les loyers génèrent des revenus, puis que les revenus permettent d'absorber le prêt, et là, tabarouette, le prêt est intelligent. De l'autre côté, on va essayer de faire des appels à projets pour financer quelque chose qui ne va pas générer des revenus. Donc, c'est ça, c'est de déconstruire le financement en plusieurs parties et chaque partie a sa propre stratégie de financement. Peut-être si je pourrais juste rajouter un truc, là, ce que je trouve personnellement d'expérience, c'est des fois, peut-être, on entend le mot prêt, puis ça peut être un peu effrayant. Puis encore une fois, ça va dépendre du type de projet. Il y a des projets qui sont de plus petite envergure, c'est-à-dire les revenus qu'on prévoit générer vont être moindres. Donc, à ce moment-là, ça, c'est un facteur à prendre en considération. Donc, ça dépend de peut-être la part marchande là, du projet. Puis ça peut dépendre d'un projet à l'autre. Mais tout ça pour dire que moi, je n'exclurais pas d'emblée le prêt. Je dis ça parce que des fois, il y a des gens qui nous disent, moi, je n'ai pas de prêt parce que ça me fait peur. Là. Mais encore une fois, si j'ai un projet qui est solide, je prévois générer des revenus, etc., oui, effectivement, là, le prêt, ça peut être quelque chose qui est tout à fait approprié puis qui est envisageable. Donc, effectivement, comme Stéphane le mentionnait, souvent, évidemment, comme je le disais, on maximise là, les contributions non remboursables, donc les subventions, etc. S'il y a un besoin de compléter, on complète avec du prêt, mais ce n'est pas quelque chose qu'il faut nécessairement exclure d'emblée parce qu'on a peur là, d'avoir une dette. Effectivement, là, dans certains cas, ça peut être tout à fait approprié là, à l'intérieur d'un montage financier plus complet. Disons que j'ai accumulé 100 000 $, je suis allé chercher 100 000 $ et tout, ça se peut que mon 100 000 $, je n'ai pas envie de me débarrasser, entre guillemets, c'est pas le montant, là, mais de perdre tout le bas de laine que j'ai accumulé. Donc, je vais vouloir faire un effet de levier, puis à partir de 100 000 $, aller chercher peut-être du financement complémentaire. Pourquoi? Tout simplement que si exemple, je suis allé chercher, j'ai 100 000 $ que je possède, j'ai un projet d'acquisition d'un immeuble, je dépense tout mon 100 000 $ dans l'acquisition d'un immeuble parce que j'avais peur, je ne voulais pas aller chercher de prêt. Puis là, il ne me reste plus de cash flow, là, de liquidité. Là, on voit que mon entreprise, elle peut avoir une problématique. Donc, souvent, dans ce sens-là, de s'assurer une bonne gestion de ses liquidités. Et donc, quand j'ai un projet, même si j'ai les liquidités qui me permettraient de financer la totalité de mon projet, je n'ai pas utilisé toutes mes liquidités puis tout mon bas de laine pour financer un projet. Je vais quand même m'assurer d'avoir du cash flow parce que il y a une pandémie qui arrive, puis je me rends compte que j'avais tout investi mon argent parce que je me dis, j'ai 100 000 $, je peux acheter la bâtisse, ça coûte 100 000. Il y a une pandémie, je n'avais pas prévu, j'ai plus de cash flow, j'ai plus de liquidité.
ben, pour ce genre de situation-là, c'est ça qu'on va faire l'effet de levier, de dire j'ai 100 000, ben, ça me permet d'aller à la banque puis d'aller chercher un prêt, puis que c'est juste une bonne gestion de ses liquidités. Fait effectivement, c'est une logique qu'on va avoir la commune. Rapidement, là, très brièvement, au niveau des OBE, ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup là, pour les organismes de bienfaisance là, enregistrés. Souvent, l'intérêt, c'est qu'évidemment, là, au niveau là, des crédits d'impôt, de dire ben, si je reçois 100 ben, que la personne peut retrouver un 50 ben, c'est sûr que c'est un incitatif à nous donner. Je dirais que de, de connaissances là, pour avoir discuté avec différentes organisations, c'est souvent considéré comme un gros parcours du combattant. Faire les démarches des OBE, de un, c'est quand même assez restreint, donc il faut vraiment rentrer dans des catégories très définies. Donc, c'est pas n'importe quelle organisation parce que je suis un organisme à but non lucratif que je rentre dans les critères d'admissibilité. Donc, il faut rentrer dans les critères d'admissibilité, il faut prévoir que ça va être encore un parcours du combattant qui va nécessiter énormément de temps. Après ça, moi, je me dirais, bon, tu sais, combien, est-ce que c'est si utile et pertinent que ça? Je donne un exemple, bon, tu reçois 500 1000 ou 500 de dons. Est-ce que le crédit d'impôt sera un argument là, si important que ça pour vraiment booster les dons que tu reçois? Donc, je dirais que pour beaucoup d'organisations, ça ne me semble peut-être pas aussi pertinent si on pèse le pour et le contre que ce que ça peut en avoir l'air là à prime abord. Donc, c'est quelque chose qu'on prend en considération là. Je n'aurais pas de guideline. Il y a différentes formations qu'on peut avoir là, au niveau de la gestion des liquidités. Ce que je pourrais juste rappeler, c'est que c'est quelque chose qui est vraiment fondamental puis important. Quand les éléments ce que je mentionnais auparavant, il y a des entreprises, quand je dis c'est important, il y a des entreprises qui font faillite, non pas parce qu'ils n'ont pas de revenus, mais juste uniquement parce qu'ils gèrent mal leur liquidité. Je suis une entreprise, j'ai des clients, mais j'ai mal calculé mes affaires. Ils vont me payer dans 6 mois. Je vais avoir 100 000 qui rentrent dans 6 mois, mais je n'avais pas pris en considération que j'avais des paiements de dette à faire dans 2 mois. J'ai mes fournisseurs qui attendent. Puis juste à cause d'une mauvaise gestion de mes liquidités, à cause de ce décalage entre l'entrée de mes revenus puis mes obligations financières, il y a des entreprises qui ont des difficultés financières. Donc, la gestion de liquidité, c'est quelque chose à être conscient pour une organisation qui est fondamentale puis très important. Merci beaucoup, Dave. Je vais juste conclure en vous rappelant que sachez que lorsqu'on parle d'économie sociale, c'est relié à ce qu'on appelle une gouvernance démocratique, l'économie sociale. Et souvent, les bailleurs de fonds vont exiger une approche démocratique particulière ou encore qui est saine. Et donc, souvent, même si la loi n'exige pas, par exemple, qu'il y ait un CA qui soit indépendant de la direction générale, eh bien, ceux qui vont vous financer, que ce soit le gouvernement, la MRC, etc., eux vont dire « Ah, mademoiselle Brigitte, est-ce que le CA est bien indépendant de la direction générale? Si jamais la direction générale est en même temps président ou présidente, ça va peut-être faire reculer certains bailleurs de fonds. Donc, sachez que adopter rapidement une gouvernance démocratique qui est saine, ça va aussi faciliter votre financement. Puis peut-être de garder en tête aussi, quand vient le temps de compléter des appels à projets, qu'il faut toujours faire attention de trouver le bon compromis que vous êtes prêt à faire dans votre mission, parce que peut-être que certains bailleurs de fonds vont, par exemple, vous prêter de l'argent si vous réussissez un appel à projet pour aider les jeunes, mais vous, de votre côté, bien, votre projet, c'est pour aider, je ne sais pas moi, les personnes âgées. Fait que là, vous allez essayer de faire fitter un carré dans un triangle pour avoir ces fameux fonds-là. Puis souvent, j'ai rencontré des entrepreneurs qui s'étaient un peu perdus à travers ça parce que la demande de financement, faire fitter un carré dans un triangle, à un moment donné, on se perd à travers tout ça, puis on ne sait même plus c'était quoi déjà notre mission à la base. Là. Donc, faire attention à ça. Merci beaucoup d'avoir participé à l'atelier. Merci à Entrepreneuriat Laval pour nous donner cette belle opportunité-là. Merci à vous. Très belle présentation. Passez une bonne journée. Merci tout le monde.